Bonjour, bienvenue sur le Seigneur des Arceaux, c'est parti pour de nouvelles infos NBA basket international. On va commencer par l'équipe de France et une polémique, puisque j'attendais avec impatience personnellement les tarifs pour aller voir l'équipe de France en préparation avant les JO, même si je vais déjà voir 2 matchs à Lille lors de la compétition olympique, eh bien, près de chez moi, à côté de Lyon, ce sera la LDLC Arena, où joue habituellement l'Asvel. Eh bien, on aura une confrontation double France-Serbie, d'abord les femmes, ensuite les garçons, et on aura aussi une cérémonie de retrait de maillot de Tony Parker, retrait un peu comme dans les franchises NBA pour les équipes. Là ça sera au niveau de l'équipe nationale, donc c'est une soirée un peu exceptionnelle, mais les tarifs le sont tout autant, puisque la moins chère des places pour les 2 matchs plus la cérémonie c'était 80 €. Moi j'ai longtemps hésité, puis finalement j'ai pris une place à 100 €. Il y en a 150, 200, 400, ça va jusqu'à 800 € pour être au bord du terrain. Bref, dans les commentaires que j'ai pu lire, que ce soit sur Instagram, Facebook, Twitter, il y a vraiment 2 poids, 2 mesures, c'est-à-dire on a, pour ceux qui ont un peu les moyens de se payer ce genre d'événement, bien, une relative satisfaction, et pour des passionnés de basket, j'ai envie de dire le peuple basket français, il y a aussi une forme de colère, d'incompréhension, d'écœurement, puisque si on compare ces prix-là à ceux qui étaient pratiqués ne serait-ce qu'il y a 2-3 ans, quand par exemple la France recevait l'Espagne à Bercy, eh bien il y a une explosion des tarifs. Alors d'où ça vient? Moi je n'ai pas d'explication définitive. Je pense que clairement la présence d'un rookie exceptionnel comme Victor Wembanyama, qu'on a assez peu vu pour l'instant sous le maillot bleu, joue beaucoup. Je pense aussi que quand on fait s'affronter la France contre la Serbie, ça coûte plus cher d'organiser cela que contre le Venezuela. Par exemple, j'étais allé à Orléans voir cette confrontation qui était d'avance plutôt gagnée pour les Français. Donc je pense que les instances dirigeantes devraient quand même se pencher un peu sur la question, parce que là on atteint des limites pour certaines personnes, et ça m'attriste moi de me dire que une famille avec 2-3 enfants va regarder le match à la télé. D'ailleurs tous les matchs de préparation des Françaises et des Français pour les JO seront diffusés sur l'équipe 21, c'est quand même la bonne nouvelle, ça sera gratuit, mais c'est vrai que c'est toujours super chouette de pouvoir voir les joueurs en vrai et de participer à une émotion collective. C'est pas pareil devant sa télé, mais voilà, je voulais quand même parler de cette actualité. Puisqu'on parle de l'équipe de France et des Français en NBA, eh bien c'est intéressant de voir comment ils sont perçus, et on sait très bien que Rudy Gobert par exemple est méprisé profondément par beaucoup de joueurs actuels ou anciens, malgré sa très forte qualité défensive et les services qu'il rend encore cette année par exemple à Minnesota. Il va probablement être le DPOY de l'année 2023-2024, mais ça n'empêche pas qu'il soit attaqué, et les Français, pour des raisons parfois incompréhensibles, je pense à Paul Pierce qui récemment dans un podcast a balancé que les Français manquaient de dureté, il a dit qu'ils mangeaient des pâtisseries, enfin c'était n'importe quoi. Quand on pense que des joueurs quand même comme Gobert, comme Wembanyama arrivent à être d'extrêmement bons défenseurs, je pense que les États-Unis auraient peut-être plus intérêt à travailler leur formation, parce que l'arrivée des joueurs étrangers européens, qui sont beaucoup plus techniques, mais qui sont aussi dotés d'un physique peut-être moins vertical que nos amis américains, mais ces joueurs-là, pour l'instant, je trouve qu'ils font quand même la loi dans les trophées individuels, c'est un fait. Et donc, quand on a ce qu'on appelle du French bashing, on se prend des critiques du moment où on est français en NBA, et je trouve ça lamentable, d'autant plus, je parlais des matchs olympiques, certes il va y avoir une Dream Team absolument incroyable que j'ai hâte de voir
notamment contre la Serbie. Bien sûr, on a une Dream Team qui va se présenter au JO, mais est-ce qu'elle aura une meilleure raquette que Wembanyama, Gobert? On peut ajouter Mathias Le Sort qui règne sur l'Euroleague, qui fait partie des meilleurs joueurs du continent, donc en basket FIBA. Et puis on peut citer bien sûr Gershon Yabusele, qui est passé par la Grande Ligue, qui n'est pas resté très longtemps, mais là qui est très à l'aise en Europe. Je suis pas sûr qu'ils arrivent à réunir un quatuor de joueurs aussi forts. On a peut-être la meilleure raquette du monde, donc cette citation, on sera peut-être content de la ressortir pour prouver que les Français sont un petit peu plus costauds qu'on croit. Et d'ailleurs, au niveau européen, c'est ma troisième info, on a une finale franco-française entre la JL Bourg, qui s'est qualifiée après une belle à domicile face au Beşiktaş Istanbul, pardon pour la prononciation. Ça a été un match un peu agité avec des expulsions, des fautes techniques, mais dans l'ensemble, Bourg a tout emporté sur son passage à la fin du match. C'est une très belle victoire puisque ça leur permet aux Burgiens de rejoindre les Parisiens. On va avoir un petit affrontement capitale-province avec ce choc Paris contre Bourg. Ça va être merveilleux à suivre, d'autant plus que bien sûr on a des joueurs de part et d'autre qui sont très intéressants. Le jeune Zachary Rizaché dont je vous avais parlé dans une vidéo, parce que je suis allé le voir jouer à Roanne, eh bien il va être face à Nadir Hifi, un meneur scoreur absolument incroyable. Donc rien que pour cet affrontement, je pense que ça vaudra le coup de s'intéresser à cette finale de Coupe d'Europe. C'est un peu comme si en foot, on avait une finale de la Coupe UEFA entre deux clubs français. Bref, ça pourrait être très sympa à suivre. Allez, on passe à la NBA maintenant, et l'actualité, c'est que les Celtics sont toujours aussi intouchables. Ils sont assurés d'avoir, jusqu'à la fin de leur parcours en play-off, l'avantage du terrain. Est-ce qu'ils iront jusqu'en finale de conférence, jusqu'en finale NBA, jusqu'au titre? Pour l'instant, ils sont de très grands favoris. Mais il peut y avoir des incidents de parcours, c'est pas exclu non plus. Donc, en tout cas, ils ont creusé un écart monumental à l'Est. Cet écart entre le premier et le deuxième à l'Est, il est beaucoup plus important qu'à l'Ouest, où c'est au contraire une course très serrée. Actuellement, au moment où je vous parle, c'est Minnesota, quand même, qui, malgré l'absence de Karl Anthony Towns, a réussi à se maintenir, à gagner des matchs et à réussir une de ses meilleures saisons de l'histoire. C'est une franchise qui n'a pas toujours brillé par ses performances, mais là on retrouve un peu l'engouement qu'il y avait pour l'équipe de Sam Cassell, Latrell Sprewell et bien sûr Kevin Garnett. Est-ce qu'ils vont aller aussi loin? C'est tout ce que je leur souhaite, parce que je trouve qu'ils ont fait une super saison. Bien sûr il y a Denver, bien sûr il y a les jeunes du Thunder d'OKC, et puis les anciens qui n'ont pas dit leur dernier mot, les Suns, les Clippers, et puis même les Lakers, parce qu'ils sont sur une très bonne dynamique. Bref, la compétition à l'ouest est de plus en plus serrée, relevée et excitante, pleine d'incertitudes. Je ne sais pas qui est votre favori, moi j'ai du mal à me prononcer, j'avoue. Ces derniers jours, il y a eu aussi deux joueurs qui ont franchi les 50 points. Devin Booker, qui martyrise ces derniers temps à chaque fois qu'il rencontre les Pélicans, l'équipe de New Orleans. Il leur a mis 52 points assez facilement, il était vraiment en feu, et ça a été une victoire facile de Phoenix, très importante dans cette course, comme je disais, pour la qualification directe en play-off. Et l'autre performance, j'ai halluciné en regardant les box scores, donc les stats le matin. Le match Détroit-Atlanta, victoire d'Atlanta, on ne peut plus logique. Mais le meneur remplaçant Malachi Flynn, qui a changé 2 fois d'équipe dans l'année, qui pour l'instant a fait une carrière très modeste, qui tourne à 5,2 points, eh bien il a réussi 50 points, à 17 sur 25, donc pourcentage impressionnant, une performance totalement
venus d'ailleurs. Ça montre aussi que ces joueurs NBA, parfois ils sont limités à des petits rôles, mais qui peuvent complètement exploser sur un match. En tout cas, voilà. C'était une performance assez étonnante. Une autre info que je voulais vous donner, c'est la blessure jusqu'à la fin de la saison de Julius Randle, qui avait fait une saison digne de All-Star, même s'il avait mal commencé. Après, il s'est blessé. Et son équipe reste quand même dans une bonne dynamique. New York lutte pour la 3e place à l'Est. Ça pourrait vraiment leur permettre de passer un tour ou deux de play-off. Moi j'y crois assez fort en cette équipe, même si évidemment là il y a une petite limite physique. Mais ils ont trouvé des joueurs intelligents, des Precious Achiuwa, Josh Hart qui a tapé son record en carrière hier soir, 31 points, et qui prend beaucoup de rebonds pour un arrière. On a aussi Dante DiVincenzo qui s'est emparé du record d'Evan Fournier pour une saison à 3 points très prolifique. Puis bien sûr on a Jalen Brunson qui depuis quelques matchs tourne à plus de 30 points de moyenne, qui va à mon avis être NBA second ou third team, on verra. Donc New York perd un peu l'espoir peut-être d'aller encore plus loin que prévu, mais se forge quand même, je trouve, un destin intéressant. Et pour finir, on va parler d'anciens joueurs. Alors d'abord, Rajon Rondo qui prend sa retraite. Rajon Rondo, si vous ne connaissez pas, c'est un joueur qui a révolutionné, pour ainsi dire, quand même le poste de meneur en réalisant des performances pas très fortes au scoring, mais prolifiques à la passe, avec un jeu très spectaculaire aussi, champion avec les Celtics, puis plus récemment champion dans la bulle avec les Los Angeles Lakers en tant que titulaire remplaçant. Enfin, il avait peut-être un rôle moins important qu'à Boston, mais c'est un joueur qui s'est distingué par un QI basket incroyable, capable de savoir tout ce que faisaient les adversaires, de trouver ses partenaires très facilement. Pas forcément un très bon caractère, semble-t-il, mais il a marqué son époque. Et donc, entre ses sélections stars, ses talents à la passe et ses titres, surtout, il a réussi à se faire une belle place dans ce sport. Donc voilà, on lui souhaite une bonne retraite. Et peut-être qu'il va rejoindre le Hall of Fame. C'est la dernière info que je voulais vous donner. Vince Carter et sans doute aussi Chauncey Billups vont être intronisés cette année. L'an dernier, c'était Tony Parker et puis Paul Gasol qui avait été distingué notamment. Alors ça m'a fait un peu sourire parce que ce sont deux personnages assez différents dans la NBA. Vince Carter, c'est celui qui n'a jamais vraiment gagné, qui n'est pas allé très loin en playoff, mais qui pourtant est une icône de la NBA. Si on prend l'époque de Kobe Bryant, il y avait Tracy McGrady, il y avait Vince Carter, c'était des machines à highlights, et encore on n'était pas trop à l'ère des réseaux sociaux. Maintenant, Vince Carter, le plus grand dunker en match, sans conteste, je pense. Un joueur qui a été très prolifique en points à une époque où c'était pas non plus trop la mode. Il a su se réinventer, puis une longévité de 22 ans, c'est assez exceptionnel quand même. Voilà, une armoire un peu vide côté trophée et palmarès, mais un joueur, je pense, très respecté et qui a su se réinventer, ce qui est important pour les légendes de la NBA qui parfois ont des fins de carrière. Je pense par exemple à Allen Iverson qui sont nettement moins bonnes. Quant à Chauncey Billups, eh bien, lui c'est un peu l'inverse puisqu'il a gagné 2 titres, il a mis des tirs importants, c'était son surnom, Mr. Big Shot, c'était un distributeur, quelqu'un qui tirait pas le jeu à lui, qui faisait pas des actions toujours spectaculaires, mais qui jouait juste, qui jouait dur, et qui a emmené les Detroit Pistons vers le titre, à l'époque des Rashid Wallace, des Penn Wallace, des Rip Hamilton. C'était vraiment un joueur important dans un collectif, un peu comme Tony Parker finalement, qui n'était pas on va dire le joueur numéro 1, mais un rouage vraiment très important dans son équipe, une équipe qui a gagné et qui a donc forcément marqué la NBA. Bon, ce qui m'amuse un peu, c'est qu'en tant que coach des Portland Trail Blazers, il est plutôt Hall of Shame, puisque son équipe a très peu gagné, puis il y a eu des défaites de 60 points dans la même saison, 2 qui ont été compliquées. Donc vous m'avez compris, c'est pas parce qu'il est coach maintenant qu'il est
au Hall of Fame. Comme d'habitude, vous me dites ce qui vous a plu dans ce Seigneur des Arceaux info numéro 4. Avec plaisir, je vous retrouve pour d'autres vidéos. Salut!